Bonsoir donc encore une fois à tous ceux qui sont ici. Nous sommes très très heureux une fois de plus, fidèles derrière votre ordinateur. Je voudrais excuser le président du collège maçonnique, Christian Roblin, qui est parti en vacances et ce soir il voyage, donc il ne peut pas se connecter, mais il est de tout cœur avec nous et il regrette beaucoup de ne pas être présent parce que entendre parler des quand même être fort intéressant en tout état de cause, ça interpelle beaucoup. Voilà. Alors écoutez, nous allons peut-être commencer. Je vais présenter la première des animatrices, Dominique Gagliardi. Ensuite, elle prendra le relais. Est-ce que vous m'entendez? Parce que tout à l'heure, j'avais quelques soucis de connexion. Dominique, Ça va pour l'instant. on De m'entend? temps Okay. en temps, ça coupe, Donc, Marie-Thérèse. excusez-moi s'il y a quelques Voilà, ça coupe. petites coupures, mais euh, donc Dominique, en quelques mots, bref, fut d'abord enseignante de français avant de devenir proviseur de nombreux lycées. Aujourd'hui, elle est proviseure honoraire. Je tiens à dire qu'elle est extrêmement discrète. Elle ne le dit jamais, mais je vais dire qu'elle est chevalier de la Légion d'honneur et qu'elle est franc-maçonne de 40 ans, très engagée sur plusieurs chantiers où elle exerce. Elle est aussi trésorière de l'Académie maçonnique de Lyon et en partie la chemise de cette académie. Voilà, ce fut bref. Dominique, je te passe la parole. Moi, je vais dire. Et donc, c'est à toi de présenter Jacques et Alain Noël. À tout à Merci l'heure. Marie-Thérèse, à tout à l'heure. Donc, j'ai le grand honneur de pouvoir présenter Jacques Arnoux. Jacques Arnoux, né à Metz, est ingénieur agronome de formation après avoir fait des études à Gros-Grignon et à l'école des eaux et forêts. Il est également titulaire d'un doctorat en histoire des sciences ainsi qu'en théologie. Passionné depuis l'enfance par la conquête spatiale, il aime à dire qu'il est né à quelques jours du vol de Gargarine. Il entre au Centre national d'études spatiales pour un stage à l'issue duquel on lui propose un poste. Il est aujourd'hui chargé de mission sur la dimension éthique, sociale et culturelle des missions spatiales. Ce sera le thème d'un de ses livres, La seconde chance d'Icare, pour une éthique de l'espace en 2001. Scientifique, homme de laboratoire, il se situe dans la ligne de Pierre Teilhard de Chardin, auquel il a consacré une biographie en 2009. Et dès ses années de thèse, il s'intéresse à Darwin et à sa théorie de l'évolution. À la suite d'un voyage aux États-Unis où il a eu l'occasion de rencontrer des créationnistes, il écrira plusieurs livres, tels Dieu versus Darwin, les créationnistes vont-ils triompher de la science? Il écrit en 2009. Et Jacques Arnoux est un écrivain qui écrit vraiment sans relâche. J'ai relevé, et je pense que je ne les ai pas tous, au moins 19 ouvrages qu'il a pu écrire et publier. Il vient de publier coup sur coup la biographie de l'abbé Breuil, 2011, précurseur de l'étude de la préhistoire, une histoire du christianisme en 2012, Dieu ne joue pas avec ses dés, essai théologique inspiré par Albert Einstein et Pierre Teilhard de Chardin, livre écrit en 2018. Enfin, une histoire de l'espace en 2019 et Giordano Bruno, qui pour moi est son dernier livre, mais il me dira s'il en a écrit d'autres, Un génie, martyr de l'Inquisition en 2021. Souvent invité par les médias à prendre la parole, il fait part de ses recherches, de ses réflexions, de ses interrogations qui sont reprises dans de nombreuses vidéos sur YouTube, France Culture ou sur son site web. Et je vous invite, mes chers amis, très chers frères et très chères sœurs, à aller les visionner, c'est passionnant. Voilà pour Jacques Arnoux et je crois que nous allons passer avec lui un excellent moment où il va nous parler effectivement de Kivala, l'humanité face à l'extraterrestre. Et nous aurons avec le plaisir, avec Alain Noël Dubar,
le plaisir de lui poser des questions et de faire remonter toutes vos questions. Quant à Alain Noël Dubar, pour ceux qui suivent les entretiens d'été depuis juillet 2020, vous connaissez déjà bien Alain Noël Dubar, puisqu'il conçoit, gère, anime les différentes conférences de l'été avec Marie-Thérèse Besson. Mais précisons, sur le plan professionnel, Alain Noël, originaire du Nord, très attaché à sa région, a fait ses études de médecine à Lille. Depuis 1976, il a exercé la chirurgie en tant que chirurgien orthopédiste pendant de nombreuses années à Armentières, Lille, Berck et même à La Réunion. Il a été président de plusieurs syndicats de médecins, président de l'Union régionale des médecins, membre du bureau de l'Union nationale des médecins spécialistes confédérés, l'UMESPE, et j'en passe. Il est également membre de nombreuses sociétés savantes en France, en Europe et aux États-Unis. Sur le plan maçonnique, Alain Noël est ancien grand maître de la Grande Loge de France, 2009-2012. Il est actuellement président du fonds de dotation de la Grande Loge de France, de l'association L'Acacia, qui organise le salon maçonnique du livre et de la culture de Lille, du Cercle de l'Acacia qui organise des conférences culturelles, de l'Académie maçonnique de Lille, membre du conseil d'administration du Collège maçonnique de la Grande Loge de France. Comme Jacques Arnoux, ce sont des personnes extrêmement occupées et je ne sais pas comment ils arrivent à tout faire. Curieux, infatigable quand il s'agit de débattre aussi bien des mythes que du siècle des Lumières, imprégné de la culture grecque, latine et hébraïque, adepte de la raison, il sait être un conférencier passionnant et passionné, aussi bien en France qu'en Angleterre qu'aux États-Unis et sans doute ailleurs. Je ne doute pas que les échanges entre Jacques Arnoux, notre conférencier, théologien, et Alain Noël, défenseur de la raison, sauront nous entraîner au-delà des connaissances humaines vers une transcendance où l'homme saura se dépasser pour apprendre à gérer l'inconnu, c'est-à-dire l'autre. Voilà, je vais donner maintenant, si vous permettez, peut-être la parole à Alain Noël Dubar, s'il veut ajouter quelque chose. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Jacques Arnoux sur le thème qu'il a choisi, qui va là, rencontre l'humanité face à l'extraterrestre. J'ai dit, Alain Noël. Alain Noël, mets ton micro. Votre son. Oui, je n'ai rien à ajouter. Je pense que tu as été dithyrambique à notre égard. Je pense que nous sommes là pour écouter Jacques Arnoux et je pense que l'on peut lui donner la parole tout de suite. Jacques, tu as la parole. Avec un très, très grand plaisir. Jacques. Bien, merci Dominique, merci Alain Noël, merci à tous ceux et celles qui m'ont invité ce soir. Et c'est un plaisir de vous retrouver parce que si je ne m'abuse, nous étions déjà retrouvés l'été dernier dans un peu les mêmes circonstances et à distance. Donc, je suis très honoré de cette nouvelle invitation et toujours très honoré quand j'ai l'occasion de rencontrer des frères et des sœurs maçonnes, n'en étant pas un moi-même, mais voilà, vous m'avez depuis longtemps fait cet honneur et vraiment pour moi c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup et donc je suis d'autant plus heureux d'être invité ce soir. Pour aborder donc un sujet qui très facilement fait l'actualité, mais on le comprend très bien. Et donc, je vais être, bref, enfin, il faut quand même que je vous raconte quelques petites choses, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les échanges que nous pourrons avoir ensuite, parce que c'est un sujet tellement vaste que seules les questions nous permettent peut-être de désigner toutes les facettes de ce thème. J'ai effectivement voulu intituler la rencontre de ce soir avec une formule qui me tient à cœur, c'est que ce qui va là. Et comme sous-titre, comme vous l'avez indiqué Dominique, l'humanité face à l'extraterrestre, parce que jusqu'à présent, quand même, la situation qui est la nôtre, c'est de ne pas avoir rencontré d'extraterrestres et d'être seulement confronté à leur silence, si tant est qu'ils existent, en tout cas au silence de l'espace, et donc confronté à nous-mêmes. Donc au fond, qui va là, c'est d'abord l'humanité, et vous l'avez bien souligné tout à l'heure, Dominique, dans votre introduction. Donc tout ce que je vais dire sur le thème
et un thème historique, en réalité, de l'extraterrestre, et a toujours en arrière-fond et en miroir la question de l'être humain, qui est quand même une question qui nous habite tous et qui, je crois aussi, habite particulièrement vos loges. Voilà, donc je plonge dans le sujet et puis j'attends évidemment surtout d'en ressortir et pour pouvoir écouter vos questions. D'abord une date, parmi d'autres, mais une date quand même intéressante parce qu'on n'y pense peut-être pas immédiatement lorsqu'on aborde la question des extraterrestres, c'est le 7 mars 1277. Nous sommes à Paris et l'évêque de Paris, qui s'appelle Étienne Tempier, promulgue ce qu'on appelle un syllabus, donc un texte épiscopal, un recueil de questions vis-à-vis desquelles il va engager son autorité épiscopale pour offrir les réponses qui sont orthodoxes. Donc on est vraiment dans je dirais, l'une des grandes responsabilités d'un chef religieux, donc en l'occurrence un évêque, qui doit enseigner ses fidèles et leur dire ce qu'il est orthodoxe de penser et ce qu'il est au contraire hétérodoxe et donc interdit de penser. Alors, ce texte, donc, en fait, contient des condamnations. Il va condamner ce qu'il n'est pas bon de croire, en tout cas lorsque l'on appartient à l'Église catholique et en particulier au diocèse de Paris, mais ce que dit l'évêque de Paris, évidemment, a une autorité toute particulière. Et parmi les 219 condamnations que contient ce syllabus, il y en a une qui nous intéresse particulièrement. C'est la condamnation, je dis bien la condamnation, de l'affirmation ou de la croyance selon laquelle il n'y aurait qu'un seul monde dans notre réalité, dans la réalité que nous connaissons. Donc, affirmer ou croire l'unicité du monde, et ça veut dire aussi cette terre que nous habitons, et donc pas d'autre terre habitée, eh bien, pour l'évêque de Paris, Étienne Tempier, c'est une affirmation condamnable. Qui vise-t-il? Parce que toute condamnation, évidemment, vise une école, voire un chef d'école. Eh bien, le chef d'école, ou l'école d'abord qu'il juge, qu'il condamne, c'est l'école qui enseigne à quelques centaines de mètres de l'évêché de Paris, en Sorbonne, la presque toute jeune, elle a quelques dizaines d'années, Université de Paris, et qui est donc installée sur la montagne Sainte-Geneviève, et il y a là une école de théologie particulière qui s'inspire des écrits récemment redécouverts d'Aristote. Et le chef, ou l'un des grandes figures de cette école de théologie, ce n'est pas moins que Thomas d'Aquin. Parce que Thomas d'Aquin, qu'a-t-il écrit quelques dizaines d'années avant le syllabus d'Étienne Tempier? Il a écrit dans sa Somme théologique, ce que je vais vous citer, « Seuls peuvent affirmer que plusieurs mondes existent ceux qui ne reconnaissent aucune sagesse ordonnatrice, mais qui croient dans le hasard, à l'instar de Démocrite, qui disait que ce monde, aux côtés d'innombrables autres mondes, était le produit d'une rencontre fortuite d'atomes. » Donc, Thomas d'Aquin, vous l'avez entendu, lui refuse l'idée de plusieurs mondes, à sa manière condamne ceux qui croient en plusieurs mondes, et c'est contre lui qu'Étienne Tempier en particulier va écrire son syllabus. Donc nous sommes au cœur, vous voyez si vous suivez bien l'affaire, au cœur d'un débat théologique en plein XIIIe siècle entre l'évêque de Paris et l'un des grands maîtres de théologie de la Sorbonne, Thomas d'Aquin, à propos du sujet que nous abordons ce soir. Nous parlons de vie extraterrestre. Au temps de Thomas d'Aquin et d'Étienne Tempier, on parlait d'unicité du monde, notre monde, c'est ce que défend Thomas d'Aquin, ou de pluralité des mondes habités, c'est ce que défend Étienne Tempier. Donc, simplement cette, pas anecdote, cette mention historique pour que vous preniez rapidement la mesure du thème que nous abordons. Ce n'est pas un sujet qui est né comme ça en 1947, lorsque un Américain a vu passer des soucoupes volantes dans le ciel de l'Amérique du Nord-Ouest. Ça, c'est l'événement fondateur de ce que nous vivons, nous, au XXe siècle. Mais ce sujet que nous appelons les extraterrestres est beaucoup plus ancien. Il date au moins du XIIIe siècle, puisque donc en plein XIIIe siècle,
il y avait un débat entre un maître en théologie et un évêque de Paris. Et puis, si vous avez, parce que vous avez bien entendu la citation de Thomas d'Aquin parle de Démocrite, donc un philosophe grec du 3e, 4e siècle avant notre ère. Et dans le débat qu'instaure Thomas d'Aquin, il va faire référence à la philosophie grecque parce que ce débat dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, il existait déjà à l'époque, déjà au 4e et 3e siècle avant notre ère. Donc, c'est encore donné des racines encore plus anciennes, des racines historiques, à notre sujet de ce soir. Et quel était, pour être extrêmement bref, le contenu du débat du temps de Démocrite? C'est qu'il y avait d'un côté donc Démocrite et les philosophes qu'on dit atomistes, qui défendaient une vision donc atomiste du monde, donc des éléments qui se promènent et qui par moment et par hasard se rassemblent pour constituer un monde, et puis qui se dispersent et qui toujours par hasard peuvent se réunir pour constituer un autre monde. Voilà, d'une manière extrêmement caricaturale, la vision de Démocrite et des philosophes atomistes. Une des écoles, celle donc que Thomas d'Aquin refuse. Et de l'autre côté, l'école d'Aristote, et comme je vous le disais, c'est donc l'école à laquelle se réfère Thomas d'Aquin, qui lui affirme qu'il y a une volonté ordonnatrice du monde, et pas du tout un rôle du hasard, et que ce monde est unique, ce monde est ordonné, ce monde, comme dit Aristote, est un cosmos, au centre duquel se trouve la Terre, seul lieu qui ne soit pas tout à fait ordonné, qui soit soumis au chaos, qui soit soumis à la mort, alors qu'autour, le cosmos, lui, je le répète, est ordonné et parfait, donc hors de tout hasard. Donc nous voyons bien que, à travers la thématique de l'extraterrestre, nous rentrons dans des questions philosophiques à la fois anciennes et qui relèvent bien de la conception du monde. D'un côté, un cosmos, un monde unique, un monde ordonné, un monde dans lequel un grand architecte ou un créateur, eh bien, trouve sa place aisément. Et de l'autre côté, Démocrite, les atomistes, le rôle du hasard et la possibilité d'avoir plusieurs mondes. Alors, que vient faire Étienne Tempier dans tout ça? Parce que vous allez me dire, attendez, c'est un peu étrange, l'évêque de Paris qui accepterait la place du hasard et donc, d'une certaine manière, non plus un Dieu créateur, ordonnateur, mais ce hasard chaotique et bien dangereux, qui serait même un peu diabolique. En réalité, l'argument d'Étienne Tempier ne relève pas du débat théologique et philosophique que je viens d'évoquer, mais d'un argument théologique extrêmement intéressant, sur lequel nous pourrions discuter et débattre, qui est celui qui est un argument qui concerne une posture théologique. Est-ce que nous, terriens, même si nous sommes croyants, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes maîtres en théologie comme l'est Thomas d'Aquin, est-ce que nous avons le pouvoir, est-ce que nous pourrions même avoir l'arrogance de dire à Dieu ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit de faire? Donc l'argument d'Étienne Tempier, c'est plutôt un argument de modestie théologique. Un théologien ne peut pas affirmer que Dieu ne fera pas ou n'a pas fait d'autre monde que le nôtre. C'est une arrogance théologique qui est condamnable. Donc, Étienne Tempier n'affirme pas l'existence de la pluralité des mondes, pas du tout. Il ne baptise pas les extraterrestres, si je peux utiliser une formule plus moderne. Il dit simplement, c'est une question sur laquelle nous, les croyants, nous devons être extrêmement prudents. Nous devons rester modestes. C'est dans ce que nous connaissons du monde que nous pouvons élaborer un discours, mais laissons à Dieu la liberté de créer d'autres mondes si telle est sa volonté. Donc, nous avons là, en même temps, j'allais dire, à la fois un dossier théologique extrêmement épais, consistant, qui entraîne une conception du monde et une théologie de la création. C'est bien là que Thomas d'Aquin a instruit son dossier, a instruit sa somme théologique. Et d'un autre côté, une leçon qui, elle, ne relève pas d'un point théologique, mais d'une attitude et d'une posture théologique. Et
en ce qui me concerne, je trouve que la position de l'évêque Étienne Tempier est extrêmement intéressante parce qu'elle ne concerne pas que la théologie, elle concerne en fait toutes nos réflexions sur l'extraterrestre. Qui sommes-nous, nous terriens, à la place que nous occupons, je dirai un mot tout à l'heure, mais en passant, parce que vous en connaissez autant que moi sur la question, qui sommes-nous pour pouvoir affirmer ou infirmer l'existence d'extraterrestres à partir des connaissances que nous avons? Je trouve que la prudence de l'évêque de Paris, prudence, je répète, théologique, est une prudence qui vaut aussi dans le domaine scientifique, dans le domaine philosophique, et dans tous les domaines qui peuvent aujourd'hui s'intéresser à l'extraterrestre. Bon, pour autant, soyons clairs, vous l'aurez compris, que vous parliez de pluralité des mondes habités ou d'extraterrestres, quelle que soit la dénomination, c'est un sujet qui dérange, voire même qui fâche. Et ça continue à l'être encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'affaire, depuis le syllabus d'Étienne Tempier, qui a eu des conséquences en théologie? Alors, pas nécessairement et pas que sur la question des extraterrestres, mais comme je vous l'ai dit, il y avait 218 autres condamnations, dont certaines à toucher aussi à la géomancie, à la nécromancie, à l'astrologie. Bon, là, on est dans des pratiques un peu particulières, mais aussi à certains points de théologie, et il y a eu des condamnations qui ont entraîné il y a des enseignements qui ont été écartés, voire des professeurs de théologie qui ont dû se taire. Enfin, il y a eu des conséquences non négligeables dans l'histoire des idées et l'histoire de la théologie chrétienne de l'époque. Quant aux extraterrestres, l'étape suivante, l'étape importante, parce qu'évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une étape qui nous intéresse toujours, c'est la révolution astronomique qui est déclenchée par Nicolas Copernic, donc au XVIe siècle. Nicolas Copernic meurt en 1543, et qui est surtout qui est déclenché par les travaux de Copernic que nous connaissons, donc qui mettent en cause, pour des raisons essentiellement mathématiques, le géocentrisme, le fait que la Terre soit au centre de l'univers. Et vous vous en souvenez, je viens de vous dire à l'instant, le cosmos conçu par Aristote met la Terre au centre. Donc, d'une certaine manière, Nicolas Copernic, pour des raisons scientifiques, met en cause la conception philosophique de la réalité telle qu'elle est défendue par Aristote et qui est communément admise en son temps. Et puis, c'est bien sûr les travaux de Galilée, d'observation, mais aussi les travaux mathématiques, les travaux de Kepler, tous ceux de leurs confrères astronomes qui, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, vont réellement développer ce qu'on a appelé donc la révolution copernicienne ou la révolution astronomique, qui a énormément de conséquences et qui, en fait, inaugure le temps des sciences modernes, qu'on appelle modernes, et donc en particulier parmi elles, tout ce que nous connaissons aujourd'hui et le monde dans l'astronomie que nous sommes en train de fêter, puisque c'est bientôt la nuit des étoiles, nous sommes bien dans cette révolution astronomique. Et dans cette révolution astronomique qui, je dirais, pourrait se résumer dans une formule qui est d'origine plutôt philosophique, désormais, nous ne sommes plus dans un cosmos bien ordonné et unique, mais dans un univers où la seule chose qui soit unique, c'est la matière et les lois qui s'appliquent partout. D'où l'idée d'un principe copernicien où justement l'idée d'univers est introduite, mais aussi le fait que n'importe quel lieu devient un centre, le centre est partout, dit le philosophe, et la circonférence nulle part. Nous entrons dans l'ère d'un univers dont les limites sont sans cesse repoussées au point que nous le considérons aujourd'hui comme au moins illimité, voire peut-être même infini. Giordano Bruno, dont je parlais l'an dernier, est évidemment un des acteurs de cette révolution avant Galilée, mais après Copernic. C'est un des grands diffuseurs et défenseurs des idées coperniciennes, et même qui les a augmentées, et comme aujourd'hui on parle d'humanité augmentée. Bon, ces idées, je vous l'avais dit, je crois, l'année dernière, étaient dans l'air du temps. Nicolas de Cuse, cardinal Nicolas de Cuse, au XVe siècle, avait déjà soutenu de telles idées. Il n'avait pas eu trop de problèmes avec la hiérarchie, non seulement parce qu'il était cardinal, mais parce que le concile de Trente, la contre-réforme, n'avait pas encore eu lieu. Nous sommes au XVIe siècle et au XVIIe dans un contexte de reprise en main par l'Église catholique et par les autorités catholiques qui vont entraîner la mort sur le bûcher de Giordano Bruno, la condamnation de Galilée. Tout ça, bon, vous avez des idées. Mais qu'est-ce qu'il en est précisément de notre question des extraterrestres? Donc,
l'unicité du monde vole en éclats parce que il n'y a pas qu'un seul centre, mais plusieurs. Donc, si on multiplie les centres, on multiplie la possibilité d'autres mondes habités, même si on n'en a pas encore la preuve scientifique. Mais en tout cas, l'hypothèse d'une pluralité des mondes devient une hypothèse beaucoup plus crédible qu'elle ne l'était auparavant, parce que c'est la science qui vient apporter des éléments par rapport à cette crédibilité. Cela va bousculer les théologiens chrétiens sur un autre plan. Précédemment, la question, c'était de la création. Dieu peut-il créer d'autres mondes que le nôtre? Étienne Tempier avait dit « laissez à Dieu la possibilité de le faire ». Là, cette fois-ci, la science donne plutôt des arguments dans le sens d'un Dieu créateur qui aurait créé d'autres mondes. Les théologiens s'en contentent, j'allais dire, en tout cas s'en arrangent. Au fond, dire que Dieu peut créer plein de mondes et un monde en nombre illimité, voire infini, c'est, je dirais, c'est bon pour donner l'image d'un Dieu tout-puissant dans sa capacité à créer. Donc, au fond, accordons-nous avec ces nouvelles données scientifiques et débrouillons-nous, nous allons célébrer un Dieu créateur qui est prolifique dans le nombre des mondes qu'il peut créer. La question, elle va devenir, oui, mais si ces mondes sont habités, quel statut donner à ces créatures qui habitent ces autres mondes? Si ce sont des créatures inférieures, bon, c'est sans intérêt, parce que tout déjà sur Terre, les théologiens de l'époque du XVIIe siècle, et même ceux qui ont suivi, ne se souciaient guère de ces créatures non humaines en réalité, non intelligentes. Ce ne sont que des éléments du décor au milieu duquel la seule chose intéressante, c'est l'humanité, le drame de l'humanité. Bon, que va devenir l'humanité? Va-t-elle être sauvée? Est-elle sauvée? Qui est sauvé? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et surtout, est-ce que mon âme de croyant va-t-elle être sauvée? Donc, au fond, si ce sont des créatures sur ces autres mondes inférieurs, pas de problème. Mais si ce sont des êtres intelligents, vont-ils être sauvés? Mais ont-ils besoin d'être sauvés? Ont-ils péché? Alors, nous ne sommes plus dans le registre pour les théologiens, et ce sont encore les grands animateurs intellectuels au XVIIe siècle. Ce n'est plus le registre de la création. J'allais dire, la question, c'est plus le grand architecte, si je puis me permettre cette allusion à la maçonnerie, mais c'est la rédemption, la question du salut. Et si la question de la pluralité des mondes, et même la question de la révolution astronomique, peut-être par certains penseurs, certains philosophes et certains théologiens catholiques ou de la Réforme, si cette révolution peut-être va être rejetée, c'est entre autres parce qu'elle introduit l'idée que le Rédempteur a peut-être dû aussi s'incarner dans d'autres mondes, ce qui est une idée inacceptable. Quelqu'un comme Luther va dire pique-pendre sur Copernic parce qu'il aura compris que derrière la révolution copernicienne, il y a cette idée subversive d'un Rédempteur qui est d'une pluralité d'incarnation. Pluralité d'habitation entraînerait pluralité d'incarnation. Ce qui fait refuser cette idée-là pour quelqu'un comme Luther, mais aussi quelqu'un comme Calvin. Et vous en souvenez peut-être, Bruno aura aussi des problèmes avec les églises de la Réforme, puisqu'il sera non seulement excommunié par l'Église catholique, mais aussi excommunié par les églises de la Réforme. Si on y réfléchit comme ça, ces questions-là ont aussi une certaine actualité, cette question de la rédemption, même sur Terre. La controverse de Valladolid, c'est encore d'actualité. Les extraterrestres qu'on rencontre à l'époque, ce n'est pas tout à fait des extraterrestres, c'est les habitants du Nouveau Monde. Qu'en faire? Quel statut leur donner? Ont-ils une âme? S'ils en ont une, sont-ils sauvés? Faut-il les convertir? S'ils n'en ont pas, ce serait pratique parce qu'à ce moment-là, on les remet avec ces êtres inférieurs et ils appartiennent à notre décor et on peut en faire des esclaves sans aucun souci, sans aucun remords, sans aucun péché. Vous connaissez ce genre de choses. Et vous voyez, donc finalement, en vous faisant allusion aux Indiens d'Amérique et à cette question de la rencontre de l'autre, je fais plutôt allusion à cette rencontre de l'autre. Et c'est vrai que ce que nous appelons aujourd'hui l'extraterrestre, au fond, est l'avatar contemporain d'une question qui poursuit l'humanité depuis son émergence sur cette planète. C'est la question de l'autre. Est-ce qu'un autre existe de l'autre côté de la rivière ou de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de cette grande étendue que l'on va
un jour peut-être traversée, cette question-là nous habite tous, parce que d'abord, elle habite n'importe quel organisme biologique. Vous l'avez évoqué, j'ai fait des études en agronomie, ben c'est clair que n'importe quelle bactérie se demande quel est le statut de ce corps étranger d'elle-même qu'elle touche et qui est peut-être une bactérie sœur ou peut-être une bactérie ennemie. Donc, cette question-là, elle nous concerne comme être humain, mais nous, comme être humain doté d'une intelligence, d'une imagination, d'une conscience, évidemment, la question de l'autre prend des proportions beaucoup plus importantes. Alors, et en particulier quand cet autre devient un peu plus éloigné, devient encore plus hypothétique, et ça prend évidemment des questions, ça va nous toucher, soit dans nos convictions, dans nos croyances, et jusqu'au XVIe siècle, c'est vrai que en Occident, la force, la puissance intellectuelle des églises, donc je dis bien des églises, puisque la réforme est passée par là, et les scissions, cette puissance est encore très présente, et puis dans le monde philosophique, bien sûr. Ce qui va jouer un rôle non négligeable dans la manière d'appréhender la question extraterrestre, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, avec donc cette révolution astronomique, avec le fait que on passe, comme on dit, d'un cosmos à un univers, eh bien, ce qui va être libéré, ce n'est pas seulement les sciences qui vont petit à petit se libérer du joug des magistères ecclésiastiques, chrétiens en particulier, mais c'est aussi l'imaginaire des auteurs de ce qu'on appellera plus tard la science-fiction, qui est un terme vraiment contemporain. Et c'est quelques décennies après les observations de Galilée, les premiers ouvrages de littérature, de fiction. L'homme sur la Lune de Godwin, de l'anglais Godwin, qui est un clerc anglican, c'est 1638, je crois, ou 1639. Cyrano de Bergerac écrit quelques années plus tard. C'est donc cet imaginaire qui va alimenter autant, sinon plus, que les données scientifiques, va alimenter la question: existent-ils? Qui sont-ils? Que font-ils? Sont-ils des amis? Sont-ils des ennemis? Nous menacent-ils? Nous observent-ils? Enfin voilà, pensez à Micromégas, pensez à tous ces contes, tous ces récits, une fois encore, qui relèvent de l'imagination, bien sûr, jusqu'à Jules Verne, y compris dans les opérettes d'Offenbach, Méliès, toutes premières productions cinématographiques, c'est comme par hasard, eh bien, un voyage sur la Lune avec des habitants sur la Lune. Donc tout cela va alimenter à la fois l'imaginaire et être alimenté par l'imaginaire, supporter, susciter, soutenir la recherche scientifique. Souvenez-vous de la grande bataille des canaux de Mars à la fin du XIXe siècle avec Lowell, qui prétendait qu'il avait observé des canaux martiens, donc que les Martiens existaient, et tout ce qui va entraîner la guerre des mondes à la fin du XIXe siècle. Enfin, tout cet imaginaire est loin d'être négligeable, parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes les héritiers de cet imaginaire donc pluriséculaire qui a touché à tous les arts culturels, et qui fait que, eh bien, quand on va arriver à la moitié du XXe siècle, quand va avoir lieu notre entrée dans une nouvelle ère qui est l'ère de l'espace, donc il ne s'agit pas seulement d'observer le ciel et d'attendre peut-être la visite d'extraterrestres, mais nous-mêmes de nous y rendre et peut-être d'aller à la rencontre d'extraterrestres, bien évidemment, tout cet imaginaire-là va trouver un espèce pas une porte de sortie, mais un entonnoir dans lequel il va pouvoir se concentrer et alimenter, cette fois-ci, une recherche concrète et scientifique. Dans ce passage, donc, bon, je le citais tout à fait au début, il y a un moment intéressant qui est effectivement on n'entre pas seulement au XXe siècle dans l'ère de l'espace, mais on entre aussi dans l'ère des ovnis, donc ces objets volants non identifiés, ces célèbres soucoupes volantes, 1947, et puis tout ce qui suit dans cette période de la guerre froide, avec tous les discours, le complotisme, enfin tout ce que vous connaissez et dans lequel nous baignons encore par moments. Il ne se passe pas une semaine sans avoir un reportage sur une chaîne où qu'on rediffuse pour la énième fois sur les révélations
américaines, les bureaux d'OVNI qui ont fait le buzz sur une chaîne il y a quelques mois en termes de feuilleton, etc., etc. Ce qui était intéressant, c'est en 1961, une réunion dans un observatoire américain organisé par Frank Drake et donc qui réunit un certain nombre de chercheurs en astrophysique, mais aussi dans les sciences humaines, dans la communication avec les animaux. Donc, d'ailleurs, ce groupe s'appelle, groupe très éphémère, va s'appeler le groupe des dauphins, et qui va s'interroger sur la possibilité de découvrir des intelligences extraterrestres et quelle est la procédure scientifique à suivre. Et ça va être ce que peut-être certains d'entre vous connaissent, la célèbre équation de Drake, qui n'est pas une équation mathématique, qui est simplement la conjonction de tout ce qu'il va falloir observer. Donc, aller chercher des étoiles, des galaxies au sein desquelles il y a des étoiles, autour de ces étoiles, savoir s'il y a des planètes, parce qu'en 1961, il n'y a pas de confirmation comme quoi autour des étoiles autres que notre étoile, c'est-à-dire autour de notre Soleil, il y a des planètes. Parmi ces planètes, lesquelles seraient proches de la Terre, qui puissent abriter la vie, et dans cette vie, quelles sont les chances qu'il y ait une intelligence, que cette intelligence soit arrivée à un niveau de technique suffisant pour pouvoir envoyer des signaux que nous pourrions recevoir. C'est l'équation de Drake comme ça qui se construit comme un tricot successif, une chaîne successive, et c'est bien l'ambiance de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, en réalité, cette seconde moitié du XXe siècle va faire de beaucoup de progrès, cette fois-ci en termes de science, par rapport à la question qui nous habite ce soir. D'abord, en 1995, c'est Michel Mayor et Didier Queloz qui découvrent la première planète extrasolaire, la première exoplanète. Donc la première planète qui tourne autour d'une étoile autre que la nôtre. Donc je vous disais, en 61, ce n'était pas le cas, on n'avait pas la preuve scientifique. En 95, c'est le cas, donc la première exoplanète qui est découverte. Alors la première ne ressemble pas du tout à la Terre, elle est beaucoup trop grosse, et parce qu'il faut qu'elle soit grosse pour qu'on puisse la repérer. Mais au fur et à mesure que les planètes sont découvertes, que les techniques évoluent, eh bien, les astronomes sont capables de repérer des planètes de plus en plus petites. Et qui dit planète petite dit aussi des planètes qui ressemblent de plus en plus à la nôtre et qui pourraient être un jour, qui pourraient être considérées comme habitables. Alors aujourd'hui, donc vous voyez, 1995, 25 ans plus tard, il y a pas loin de 5000 exoplanètes qui ont été découvertes et confirmées comme telles, parce qu'il y a tout un tas qui sont des hypothèses, il faut que les mesures se croisent et puissent se confirmer. Parmi elles, un certain nombre sont considérées comme étant habitables, et donc immédiatement, eh bien, les chercheurs sont capables de dire, en fonction des échantillons que l'on a pu observer, et par échantillon, le nombre de planètes habitables qui a été trouvé, si on étend ça à l'ensemble de notre galaxie et que l'on étend ça à l'ensemble de l'univers, sachant qu'il y a des milliards de galaxies et qu'au sein de chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles, tout ça donne un nombre assez effarant de planètes habitables. Voilà. Habitable dit possiblement habitées. Je ne dis pas qu'elles sont habitées. Évidemment, il reste un facteur de probabilité qui est très présent. Dans le même temps, donc on augmente les chances de trouver des planètes habitables, et donc des planètes habitées, et peut-être on reprend l'équation de Drake, donc peut-être des êtres vivants, parmi eux des êtres suffisamment intelligents et qui aient atteint un stade technologique suffisamment avancé pour pouvoir communiquer avec nous. Bien, donc on augmente les chances. Dans le même temps, les biologistes sur Terre, et en particulier une nouvelle race de biologistes qui s'appelle les astrobiologistes, donc qui s'intéressent à la possible vie extraterrestre, eux aussi font des progrès parce que, eh bien, ils profitent de l'exploration spatiale pour aller poser des sondes sur des planètes comme Mars, et vous saviez bien que c'est toujours d'actualité, on a actuellement des rovers qui se baladent, si je puis dire, sur la planète Mars pour aller creuser, trouver, mesurer des constantes de la petite atmosphère martienne, de la chimie martienne, voir s'il n'y a pas des traces de vie passées ou même peut-être présentes. Donc là, il y a énormément de progrès qui sont faits et qui, en même temps, d'ailleurs, ont pas mal de conséquences sur la manière dont nous connaissons notre vie terrestre. Parce qu'en allant chercher de la vie ailleurs, eh bien, nous nous interrogeons sur
notre propre vie sur Terre et son évolution. Beaucoup de ces astrobiologistes sont des biologistes qui s'intéressent à l'évolution de la vie et qui ne sont pas là en train d'attendre l'arrivée de vie extraterrestre. Ils sont en fait en train de fouiller sur notre planète et essayer de trouver des formes de vie dans des conditions analogues à celles que nous connaissons ou que nous pouvons connaître dans l'espace. Donc il y a des situations sur Terre qui ressemblent beaucoup à Mars. Et ben, c'est en allant chercher, en allant mettre au point des instruments de mesure de vie martienne que on les a évidemment d'abord testés sur Terre et nous avons trouvé des formes de vie là où auparavant nous ne connaissions pas de formes de vie. C'est ce qu'on appelle par exemple les extrémophiles, donc des formes de vie terrestres, mais qui vivent dans des endroits jusqu'alors réputés comme étant invivables. Donc, c'est des organismes que vous ne croisez peut-être pas tous les jours, qui adorent des zones très radioactives ou extrêmement chaudes, extrêmement froides, extrêmement acides, avec une pression pas possible. Enfin, voilà, des choses qui, pour la majorité des organismes vivants terrestres, sont évidemment, je le répète, invivables. Mais voilà, ça augmente aussi les formes de vie que nous connaissons. Ça élargit le spectre de ce que nous appelons la vie, à partir de ce que nous connaissons de la vie, c'est quand même aussi une limite importante, et donc là aussi, ça augmente les chances de trouver peut-être un jour de la vie extraterrestre. Mais cette question, j'allais dire, sommes-nous seuls ou pas dans l'univers, c'est une question qui reste quand même très particulière, parce que vous pouvez prouver que quelque chose existe. Nous pourrons peut-être un jour prouver que la vie extraterrestre existe, parce que nous en aurons découvert des traces à distance, si on parle plutôt technique, donc lié aux exoplanètes, en envoyant une sonde sur Mars ou sur une planète suffisamment proche pour qu'une de nos sondes y parvienne, et cette sonde aura mesuré, détecté, aura peut-être même observé un fossile ou une niche biologique, parce qu'on ne trouvera jamais un seul organisme, c'est nécessairement une communauté biologique, ou bien nous aurons emmené ou des êtres humains les auront directement découverts, ou bien des éléments vivants nous seront arrivés sur Terre. Il y a eu quelques années comme ça une météorite un peu particulière qui aurait pu laisser deviner des traces fossiles. C'était pas le cas, mais voilà, pourquoi pas. Ou bien des extraterrestres qui, à bord d'un vaisseau extraterrestre, eh bien, nous rendra visite. Et là, cette fois-ci, on aura une preuve convaincante que la vie extraterrestre existe. Aurons-nous la preuve que nous sommes seuls êtres vivants sur cette planète avec toutes ces espèces autour de nous, que nous sommes seuls dans l'univers à pouvoir être considérés comme vivants? Évidemment, nous n'aurons jamais cette preuve-là, parce qu'il est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. En tout cas, celle-là, c'est particulièrement difficile, parce qu'il faudrait être capable de faire le tour de l'univers, d'aller observer le moindre des recoins, et vous savez bien que, vu la taille en milliards d'années-lumière de l'univers, et vu la vitesse à laquelle nous sommes capables aujourd'hui de nous déplacer, et même si nous nous déplacions à la vitesse de la lumière, il faudrait des milliards d'années, ne serait-ce que pour nous rendre aux confins de cet univers qui apparemment continue en plus à s'étendre. Donc ça veut dire que c'est mission impossible pour prouver que nous sommes seuls. Donc c'est une question intéressante, parce que cette question-là, il faut aussi reconnaître que nous pourrions rester très longtemps dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'avons pas de réponse et nous attendons. Alors, cette situation-là, elle est évidemment, comment dirais-je, elle reste problématique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle pose des questions aux philosophes et aux théologiens depuis des siècles, elle pose des questions aux scientifiques depuis un peu moins de siècles, mais quand même. Et en quoi ça peut nous concerner? Eh bien, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ce que Dominique suscitait, c'est au fond la question de la manière dont nous nous comprenons. La manière dont nous nous comprenons au sein de la réalité et puis dont nous nous comprenons nous-mêmes comme individus. J'aime beaucoup l'anecdote suivante. Donc en 1977, les Américains ont lancé une sonde. Ils ont envoyé pas mal de sondes pour découvrir le système solaire. En tout cas, celle envoyée en 1977 s'appelait Voyager 1. Et donc en 2017, elle était tout le temps en train de voyager. Elle s'éloignait de plus en plus de notre planète. Évidemment, notre Soleil est là
c'est un des objets les plus lointains que l'être humain ait pu envoyer, et il a quitté l'influence, en tout cas l'influence directe du Soleil depuis quelques années. Et l'idée des Américains, à l'occasion des 40 ans du départ de cette sonde, qui porte un message à destination d'éventuelles intelligences extraterrestres qui pourraient repérer ce message, le lire et comprendre d'où vient cette sonde. À l'occasion des 40 ans, les chercheurs de la NASA ont dit, mais on pourrait faire un nouveau message, et cette fois-ci un message radio, c'est-à-dire qu'on va envoyer un message radio à cette sonde et on va lui demander de transmettre ce message encore plus loin. Donc elle servirait de relais à un message. Et donc un concours a été fait par la NASA, et quel serait ce nouveau message? Et le concours a été gagné par un jeune Américain qui a proposé la formule suivante que je trouve absolument géniale: vous n'êtes pas seul. Donc au fond, c'est ce message-là que nous attendons. Quand allons-nous recevoir un message des extraterrestres qui vont nous dire « vous n'êtes pas seul ». En tout cas, nous, en attendant, nous avons envoyé ce message à d'éventuels extraterrestres. Rassurez-vous ou ayez peur, parce que c'est là la question, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi ceux qui se nomment eux-mêmes des humains et des terriens qui existent. Évidemment, à travers cette question, je vous disais tout à l'heure, sommes-nous seuls ou pas? Devons-nous avoir peur ou ne pas avoir peur? Quand il m'arrive de faire des conférences sur le sujet, j'aime bien poser, vous pourriez vous poser vous-même à l'instant cette question, est-ce qu'au fond, est-ce que nous avons peur ou est-ce que nous n'avons pas peur d'être seuls ou ne pas être seuls? Enfin, quel est notre sentiment par rapport à cette question-là? Est-ce que c'est nous attendons qu'un extraterrestre vienne ou est-ce que nous avons peur qu'un extraterrestre vienne? Avons-nous peur ou n'avons-nous pas peur d'être seuls? Derrière ça, de manière plus intéressante, et de ce point de vue-là, l'approche théologique et l'histoire des débats théologiques est assez représentative. C'est ce que je dis parfois, c'est un peu la crise de l'enfant unique. Si d'autres apparaissent, qu'est-ce que je deviens, moi, si je ne suis plus l'enfant unique? Bon, c'est la crise de l'aîné qui n'est plus l'aîné. Et je crois que bien des réactions dans le passé, aujourd'hui encore, à l'égard de l'idée que d'autres êtres puissent exister, d'autres êtres intelligents en particulier, peut-être même supérieurs à moi puissent exister, relève de ça. Alors je ne suis pas psychologue, je ne sais pas comment on règle ce genre de crise. Bon, un certain nombre d'entre nous l'avons réglé sans doute, nous avons dû la régler avec l'aide de nos parents, voilà. Mais c'est, je crois, un peu cela, parce que c'est vrai que nous avons, et en particulier dans une culture occidentale, en plus largement influencée par le christianisme et un anthropocentrisme structurant, et voire même fondateur, c'est une crise qui pourrait nous tomber un jour dessus. En tout cas, c'est une question qui vient nous bousculer par rapport à cette affirmation, et en culture chrétienne et biblique, d'avoir été créé à l'image de Dieu. Et quand c'est pas Dieu qui nous crée à notre image, vous savez qu'on peut aussi nous critiquer d'avoir créé les dieux à notre image. En tout cas, nous avons une conscience de nous qui est parfois excessivement centralisée, et voire même orgueilleuse. La question qui est derrière, à partir de là, et sans avoir nécessairement un extraterrestre en face de nous, c'est cette question de l'anthropocentrisme. Vaste sujet, on pourra en discuter, parce que je ne voudrais pas prolonger mon propos, vaste sujet, vous savez, qui aujourd'hui peut susciter soit un rejet total, j'entends en permanence, il s'agit de rejeter notre anthropocentrisme, avec tous les débats que ça a entraîné pour notre planète, etc. Je connais tout à fait ces débats, enfin je suis comme vous, je regarde à ma fenêtre et j'écoute mes informations. Je pense qu'il serait très dangereux de rejeter complètement l'idée d'anthropocentrisme, parce que l'anthropocentrisme, ce n'est pas seulement une espèce d'orgueil démesuré ou de prétention de l'enfant unique qui considère qu'il n'y a que lui et que tout doit tourner autour de lui. C'est aussi aujourd'hui très clairement une manière de reconnaître la responsabilité qui est la nôtre sur cette planète et peut-être demain sur d'autres planètes. Si je refuse l'anthropocentrisme, je risque de refuser, parce que ça peut aussi m'arranger, toute responsabilité à l'égard de ce que je fais, de ce que je ferai ou de ce que j'ai pu faire auparavant, ou de ce que nous faisons, parce que notre anthropocentrisme est évidemment aussi collectif. Et cela est essentiel. Enfin, le principe copernicien de dire le centre est partout, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de centre. Ça signifie que chaque endroit, chaque individu, chaque communauté
devient un centre et à prendre conscience de la responsabilité qui est liée au centre qu'il occupe à un moment donné. Il y aurait sans doute et sans aucun doute des conséquences éthiques à tout ça, parce que c'est vrai qu'avoir à un moment donné un vis-à-vis un peu lointain que nous connaîtrions, qui pourrait être très différent de nous, évidemment, aurait des conséquences dans la manière dont nous nous représentons nous-mêmes et dans la relation aux autres. Il suffit, pour y réfléchir, de voir tout ce qu'aujourd'hui, les recherches dans le monde vis-à-vis du monde animal, souvenez-vous de ce groupe des dauphins dont je parlais tout à l'heure, c'est parce qu'à l'époque, on était très porté sur la communication avec les dauphins. Tout ce qu'aujourd'hui l'éthologie animale nous apprend, de nous-mêmes, en fait, peut aussi nous déranger. Et nous déranger, je crois, favorablement, venir pousser et parfois aussi accélérer nos réflexions dans le domaine éthique, dans la manière dont nous nous comprenons, une fois encore, et nous comprenons avec les autres. De ce point de vue-là, et ce sera un peu le mot de la fin de mon propos, comme vous, je pense parfois, en tout cas, à cette belle formule de Kant que nous connaissons, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi, une très belle réflexion sur soi-même, sur nous-mêmes, avec la liberté propre à l'homme, face à en même temps cet univers au sein duquel nous devons exister, nous pouvons revendiquer d'exister, et qui en même temps nous dépasse. Et que devient cette belle formule de Kant, qu'il ne s'agit pas de rejeter, mais qu'il s'agit de mettre au goût du jour, si un jour ce ciel étoilé n'était pas totalement vide, n'était pas simplement des espèces d'étoiles muettes qui nous fascinent par leur ordre, leur parfaite circulation, la nuit des étoiles. Si cette nuit des étoiles était, si ces étoiles étaient, sinon pas les étoiles elles-mêmes habitées, mais entourées de mondes habités et entourées d'êtres qui pourraient devenir un jour des alter-ego, pas seulement des alters, pas seulement des aliens dont nous pouvons qui restent fascinants, à la fois attirants et effrayants, mais qui pourraient devenir jusqu'à devenir des alter-ego. Là, il y aurait évidemment une nouvelle philosophie absolument passionnante à imaginer et à élaborer. Voilà, j'ai déjà été un peu trop bavard, donc j'attends avec impatience vos questions. Alors, merci beaucoup, Jacques Arnoult, pour cet entretien. Moi, je voudrais déjà vous poser une première question. Vous avez parlé d'éthique, vous avez parlé de responsabilité. Vous savez, comme nous avons pu effectivement en entendre parler nous-mêmes, que Elon Musk envisage donc non pas une rencontre avec les extraterrestres, mais bien une possession, j'allais dire, de tout ce qui est au-delà de la Terre. Comment concevez-vous, vous, en tant que membre du CNES et porteur d'une réflexion éthique, le comportement d'Elon Musk? Et ça rejoint une des questions qui nous est posée. De nos jours, en s'interrogeant sur l'hypothèse d'une possibilité de vie sur d'autres planètes, nos scientifiques s'intéressent aux réserves de matière exploitable plus qu'à l'existence d'êtres vivants singuliers. Ce basculement intellectuel ne révèle-t-il pas le matérialisme de nos sociétés qui oublient l'être pour l'avoir? Oui, effectivement, c'est une question qui nous occupe, je ne dis pas tous les jours, mais qui est au centre de pas mal de nos discussions aujourd'hui dans nos structures spatiales, parce que, alors, juste une petite, si vous me permettez, une petite correction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques, en tout cas ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, les astrobiologistes, les astronomes, les astrophysiciens, ne s'intéressent pas d'abord à l'exploitation des ressources de Mars, des astéroïdes ou de la Lune. Eux, ils s'intéressent, enfin, s'ils s'intéressent aux ressources, j'allais dire, c'est la ressource scientifique. Et leur grande peur, et ils partagent un peu la même peur que celle que je pressens derrière vos questions, c'est de voir débarquer avec force engins et bientôt même des touristes, débarquer sur Mars ou bon, la Lune aussi, en piétinant toutes les richesses qu'il y a encore à découvrir pour la connaissance. Alors, on dirait la connaissance, c'est pas l'être dont il était question, mais en tout cas,
en tout cas toute la dimension, la curiosité scientifique, la connaissance qu'il reste à acquérir sur des tas de raisons, l'origine du système solaire, l'origine de l'univers, l'origine de la vie, tout ce que nous pourrions trouver sur une planète comme Mars risquerait d'être gaspillé, d'être gâché par une arrivée massive d'entrepreneurs, pour qualifier Elon Musk. Elon Musk est d'abord un entrepreneur et lui n'a pas de soucis scientifiques. Donc ce souci-là, nous le partageons vraiment, d'abord pour des raisons de recherche scientifique, pour aussi des raisons qui sont résumées aujourd'hui dans un droit spatial. L'espace n'est pas hors la loi, il y a des traités, il y a un traité de l'espace, il y a des accords, il y a tout un système juridique qui a été établi à partir des années 60 et durant les années 70 durant les années 80, avec un certain nombre de principes, dont le principe de non-appropriation. Et là, vous me direz, quand on écoute Elon Musk, il semble s'asseoir sur ce principe. Oui, effectivement, à l'écouter, il s'assoit sur ce principe. Et les États-Unis semblent aussi s'asseoir sur ce principe, puisqu'ils soutiennent très largement les entreprises, en tout cas le projet, parce que Musk n'est pas déjà sur Mars, hein. Mais en tout cas, lorsqu'il parle de ce projet, les États-Unis le soutiennent et ont même, sous Obama, signé des comment dirais-je, espèces d'accords qui confirment le fait que le gouvernement américain, l'administration américaine, soutient les entreprises privées qui iraient exploiter des ressources spatiales et qui en tireraient des profits. Ce qui, une fois encore, est contre les principes du droit spatial. Donc il y a vraiment aujourd'hui un débat au sein de la communauté spatiale, au sein des acteurs du spatial, entre effectivement ceux qui font plutôt partie, non pas de l'ancienne garde, mais sont plutôt ceux qui s'appuient aujourd'hui sur le droit qui a été élaboré, qui a été reconnu à certains différents degrés par les pays pour protéger l'espace, que ce soit un lieu de non-appropriation, un lieu de libre accès, un lieu d'usage pacifique autant que possible, et puis des entrepreneurs soutenus par d'autres États, par certains États aussi, qui sont plutôt dans une approche de libre entreprise, on parle même de libertarien, c'est un courant de libre entreprise, en disant mais non, les planètes appartiennent et leurs ressources appartiennent à ceux qui arrivent les premiers, qui sont capables de développer les techniques nécessaires pour les exploiter, que ce soit exploitation des ressources minières, installation de touristes, pourquoi pas, etc., etc. Donc là, il y a un grand débat, un vrai débat. Et il faut d'autant plus en parler, je suis content de vous évoquer la question, que ce débat ne doit pas rester uniquement cloisonné dans la petite communauté spatiale et de quelques spécialistes, mais c'est un débat qui, d'une certaine manière, nous concerne tous. En tout cas, je pense que nous pourrons avancer dans un sens de respect de l'environnement, pas seulement terrestre, mais aussi extraterrestre, que dans la mesure où on en parle et qu'il y a une prise de conscience collective. Alors, je vais juste encore vous poser une question sur ce point-là. Vous avez parlé de responsabilité, mais tous nos scientifiques qui envoient des sondes, ou tous les pays qui envoient effectivement des engins dans l'espace, il y a des déchets. À qui appartiennent ces déchets? Comment traite-t-on ce problème de déchets? Alors, autre question, effectivement, vous touchez aux questions les plus sensibles aujourd'hui de l'activité spatiale, celle des déchets. Alors, une fois encore, si vous parlez de l'activité scientifique, les scientifiques envoient aujourd'hui essentiellement, en dehors de l'orbite terrestre, ce sont des sondes d'exploration que l'on dépose le plus délicatement possible sur la Lune, parce que ça coûte tellement cher qu'il il n'est pas question de les détruire. Ça arrive malheureusement, hein, il y a régulièrement des échecs, mais ce n'est pas ce que l'on cherche. On cherche à les poser le plus délicatement possible pour pouvoir mener des expériences, comme c'est le cas aujourd'hui de l'astromobile Persévérance qui parcourt la surface martienne avec des instruments français entre autres, pour pouvoir en savoir plus sur cette planète, son passé et éventuellement la présence de vie passée ou présente sur cette planète. Donc là, il y a une forme de pollution, bien sûr. On dépose un engin et donc c'est une pollution mécanique, éventuellement chimique, le moins possible biologique, puisqu'on va y chercher de la vie. Il s'agit de ne pas en emmener avec nos engins. Donc c'est des engins qui sont stérilisés à peu près comme les outils chirurgicaux d'Alain Noël, qu'utilise Alain Noël. Hein. C'est une stérilisation extrême qui n'est jamais parfaite. Donc on a déjà certainement pollué organiquement Mars. Donc là, on est très prudent avec ça. En revanche, je pense que vous avez en tête les débris qu'on a autour de la Terre,
certains sont des instruments scientifiques, observation des océans. Si aujourd'hui on peut parler de changement climatique, c'est parce qu'on a des satellites qui l'ont observé. C'est pas, il y a des observations terrestres, mais les premières observations, et en plus une observation globale, sont le fait d'instruments que l'on envoie autour de la Terre sur des satellites. Vous avez raison, quand ces satellites d'observation, ces instruments scientifiques arrivent en fin de vie, ben, ça devient des déchets. Alors, les scientifiques, toujours dans cette idée quand même, ils ont quand même un certain sens, quand même, je dirais, de la propreté, parce que de toute façon, quand on fait de la science, quand on a une paillasse, la paillasse, normalement, elle est bien rangée, elle est à peu près propre. Ces satellites sont, en tout cas aujourd'hui, conçus pour descendre le plus rapidement possible dans l'atmosphère où ils vont brûler. Récemment, on a eu comme ça quelques retours un peu chaotiques, si je puis dire, et en tout cas, les médias en ont parlé, parce que quand un engin rentre à très grande vitesse, à 25 000 km/h dans l'atmosphère, il brûle quasiment intégralement. Bon, donc, au final, il n'y a même plus de déchets. Le problème, c'est quand on touche à nouveau l'industrie, l'entreprise, le commerce. Nous, aujourd'hui, alors peut-être pas en ce moment dans notre contact, quoique je crois qu'il y a quelqu'un qui est de Tahiti, c'est pas impossible que nous passions par des systèmes de satellites. Tous ces satellites de communication, d'observation de la Terre, de météorologie. En ce moment, on est tous en train, on a parlé de météo là, à un moment de se retrouver. Si demain vous pouvez prévoir une balade en mer, si vous êtes en bord de mer, une balade en montagne, vous avez écouté tout à l'heure la météo, vous allez l'écouter après notre échange. Une partie des données que vous allez utiliser viennent aussi de satellites d'observation, de satellites météo. Et ça, là, il y a aujourd'hui un développement de ces satellites extrêmement important. Je ne dis pas exponentiel, pas le développement, mais la question, c'est la production des déchets qui, là, pose problème. Donc, nous en parlons, c'est vrai. Et là, on est dans la même situation que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous sommes en face d'entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes soucis de propreté que les précédents acteurs qui se posaient ces questions ou qui se sont assez rapidement posé les questions et qui essayent d'être le plus propre possible. Ça, c'est un réel souci. Alors, je sais bien, vous avez raison de dire, nous avons transformé, ou nous sommes comportés trop longtemps vis-à-vis de l'espace comme dans un dépotoir, pas comme une poubelle, parce qu'une poubelle, c'est déjà un instrument de gestion des déchets, mais comme un dépotoir. L'enjeu, c'est que ce qui nous fait, pas ce qui nous rend optimistes, parce qu'il faut vraiment être soucieux de ce qui se passe là. Les éléments positifs, c'est que d'une part, nous avons effectivement un système d'incinération extrêmement efficace qui s'appelle l'atmosphère. Donc, les systèmes que nous imaginons aujourd'hui doivent rentrer le plus rapidement possible dans l'atmosphère. Ça peut prendre des années, mais en tout cas, il ne faut pas les laisser indéfiniment dans l'espace. Le deuxième aspect, c'est que celui qui pollue aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui n'est pas attentif à la gestion de ses déchets, peut demain être la première victime de ces déchets. Le film qui illustre très bien ça, c'est le film Gravity, qui est sorti il y a quelques années, où on voit ce que peuvent donner des objets qui volent à 25 000 km/h quand ils nous rencontrent. Le moindre petit bout de peinture, le moindre petit boulon est mortel. S'il vous touche dans votre visière ou dans votre combinaison, ou même dans le hublot de votre navette spatiale. Donc, il y a une espèce de, comment dirais-je, de justice spatiale qui fait que le pollueur est peut-être la première victime, ce qui a tendance quand même à rendre les gens un peu plus sérieux, mais pas suffisamment. Et là encore, il y a toute une procédure à mettre en œuvre et il faut reconnaître que le droit n'est pas suffisant, le droit doit évoluer et il faut au moins avoir, et ça c'est je trouve une assez bonne leçon, en tout cas pour tous, y compris sur Terre, il faut surtout promouvoir le dialogue entre les acteurs, entre les communautés d'acteurs, pour que les mauvais acteurs puissent être désignés du doigt. Vous savez, même là-dedans, les gens ne se font pas les malins, parce qu'ils savent très bien que s'ils n'ont pas été tout à fait réglo, ça va leur retomber, si je puis dire, sur le nez un jour. Et en attendant, c'est les gens avec lesquels ils travaillent qui vont leur dire, là, vous n'avez pas été bon. Il y a des cas où vraiment la communauté a pu désigner du doigt des mauvais acteurs. Bon. C'est pas suffisant, mais là aussi c'est important d'en parler parce que c'est la seule manière aussi de faire évoluer les choses. Alors, beaucoup de questions sur les extraterrestres eux-mêmes. Que pensez-vous du paradoxe de Fermi qui tend à démontrer qu'il ne peut y avoir d'autre vie intelligente
dans l'univers. Autre question que je rattache, pourquoi considérer que l'autre serait plus intelligent et surtout nocif? J'ai l'impression d'entendre une description de l'étranger. Peut-on, ensuite une autre question, peut-on définir l'extraterrestre en tant qu'être issu comme nous de poussière d'étoiles et doté d'une faculté d'évolution pour arriver à une cellule dotée d'un noyau conduisant à la conscience de l'univers et de lui-même? Sinon, il ne peut pas entrer en contact avec nous. Bien, chaque question, évidemment, demanderait beaucoup de développement. Fermi en 2 mots, c'est pas possible. Mais Fermi, donc, célèbre chercheur qui avait participé au projet Manhattan, et un jour, donc, on lui prête cette aventure. Enfin, on lui prête, je crois que ça s'est réellement passé, après une pause à la cafétéria de Los Alamos ou d'un genre d'endroit de recherche de ce type-là, dit, mais il y a quand même un paradoxe, parce que vous êtes en train de me dire, vous les astronomes, un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a un univers de plus en plus grand, de plus en plus de galaxies, d'étoiles, et peut-être un jour, il parlait avant 1995, de planètes autour de toutes ces milliards d'étoiles. Ok, tout ça, vous me dites, donc c'était évident qu'il y a de la vie ailleurs, hein, c'est un propos qu'on entend assez souvent, c'est peut-être même le propos majoritaire, mais comment se fait-il qu'ils ne soient pas là? On ne les a toujours pas rencontrés, on ne les a toujours pas entendus, on n'a pas la moindre trace. Donc, pour Fermi, c'était plutôt, sinon la preuve, du moins l'invitation à penser que nous étions seuls. Parce que la multiplication incessante des chances de gagner le loto fait qu'un jour, si vraiment vous ne le gagnez pas, c'est que le loto lui-même n'existe pas. En tout cas, il n'y a rien à gagner. En gros, c'est ça. Bon, hein, si on vous dit il y a je ne sais pas combien de tickets que vous en achetez énormément, que vous ne gagnez rien, c'est que en fait, c'est un leurre, c'est un canular. Donc, c'est ça le paradoxe de Fermi. Bon, je vous dis, cette question, elle est terrible parce qu'en réalité, on ne saura jamais si Fermi avait raison. En tout cas, en disant, nous sommes seuls. On aura tout au plus, il y a une chance quand même de tirer le bon numéro. Plus intelligent, plus nocif, c'est pas nécessairement mon avis. Moi, j'avoue que je vous en ai parlé parce que c'est vrai qu'on entend souvent, c'est aussi parmi les nombreuses hypothèses, puisqu'on ne les a jamais rencontrées. On est là à se dire, on va essayer d'imaginer. Si un jour des extraterrestres nous visitent, il faudra qu'ils nous rejoignent. Et on peut se dire, déjà, ils auront une technologie plus avancée que nous, puisque nous n'aurons pas été capables de les rejoindre. Donc, ils auront su voyager au moins à la vitesse de la lumière, peut-être même plus vite, etc., etc. Plus nocif, alors là, les avis divergent. Si vous regardez la science-fiction, si vous lisez, c'est vrai qu'on les voit souvent un peu méchants, ces extraterrestres. D'autres disent, non, ils ont dû nécessairement dépasser le stade de la méchanceté. Parce que nous, humains, on voit bien qu'aujourd'hui, si nous voulons survivre, il va falloir dépasser le stade de la méchanceté. Nous avons des technologies de plus en plus performantes, mais qui nous rendent à nous-mêmes de plus en plus dangereux. Donc, il faut que pour pouvoir survivre, nous devons passer un seuil de sagesse, être capable de gérer une technologie de plus en plus performante, de plus en plus dangereuse, donc il faut une sagesse supérieure. Et donc, s'ils viennent nous voir avec des technologies plus performantes que les nôtres, c'est qu'ils auraient traversé cette phase dangereuse et qu'ils seraient plus sages. On est à nouveau dans l'hypothèse. Et là encore, allez voir, dans le bureau duquel je vous parle, j'ai un rayon de science-fiction, je ne suis pas un spécialiste, mais on voit bien que les avis divergent parce que de fait, on n'en sait rien. Alors, pensez, voilà, la parole est à vous, votre imaginaire, vous pouvez l'utiliser. Dans la dernière question, s'ils existent, ils sont poussière d'étoiles, bien sûr, dans la mesure où on peut penser que si nous sommes nous sommes a priori dans le même univers, il y a peut-être d'autres univers, mais de cela on ne peut pas parler, puisqu'ils sont autres et que nous n'avons aucun lien avec eux. Là encore, on est dans l'hypothèse et l'imaginaire, donc n'en parlons pas. Si on trouve des formes de vie dans notre univers, ils proviennent de la même singularité qu'on appelle le Big Bang, donc cette même poussière d'étoiles. La formule est très belle et nous sommes, de ce point de vue-là, nous sommes au moins frères, nous partageons cette fraternité d'être poussière d'étoiles. Après, la question, c'est qu'est-ce que la vie? Au fond, tous nos systèmes, quand on parle d'habitabilité, nos références sont des références terrestres.
c'est effectivement à partir de ce que nous connaissons de la vie, des références, même des formes extrêmes, que nous pouvons imaginer ce que peut être une autre vie. Et ça reste limité. Peut-être que nous trouverons des réalités qui aujourd'hui ne rentrent pas dans nos critères de ce qu'est la vie, et puis parce que nous les avons rencontrés, nous finirons par leur octroyer l'identité d'être vivant, et nous aurons comme ça étendu les frontières de nos définitions de la vie. C'est pour ça que le sujet est aussi intéressant. Et c'est pour ça que la réflexion sur la question de l'étranger, qui était dans la question précédente, au fond, c'est ce que je vous disais, l'extraterrestre n'est que l'avatar le plus spatial ou le plus extraordinaire de cette question d'autrui, de cette question de l'alien, donc de cette question de l'étranger, enfin de toutes les manières de décliner dans toutes les langues du monde et dans toutes les cultures et dans toutes les manières cette question d'autrui, évidemment. Et c'est pour ça que nous en avons aussi besoin. C'est l'occasion de se poser ces questions-là. Je vais donner la parole à Anne-Noël Dubar, mais simplement ce que je voulais dire, moi, ça m'a toujours fait penser à Montesquieu, les lettres persanes. Qu'est-ce qu'un persan? Comment peut-on être persan? Je donne la parole à Alain Noël. Merci Dominique. Plusieurs questions un peu connexes. La première, c'est sur le plan théologique. On parle beaucoup actuellement au cours de cet exposé de sciences et de connaissances scientifiques. Par contre, notre conférencier Jacques Arnoux nous a parlé au début d'une controverse théologique qui a traversé les siècles et qui s'est poursuivie par la controverse de Valladolid et qui perdure peut-être. La franc-maçonnerie ne s'intéresse pas vraiment aux fins dernières, à taes kata, comme disaient les Grecs, ni même fondamentalement aux problèmes métaphysiques religieux. Mais qu'en est-il actuellement de la pensée de l'Église catholique ou des églises protestantes ou du judaïsme sur ce problème, sur le problème contemporain de savoir s'il existe ou non des mondes habités et quel serait le statut des habitants de ces mondes. Et puis il y a sur ce même sujet, dans l'onglet conversation, une petite réflexion. Si au fond on rencontrait des êtres vivants plus intelligents que nous, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose? Et la dernière question un peu connexe, on est peut-être seul dans l'univers, ou on n'est peut-être pas seul, mais on est certainement unique. Pas seul, mais unique. 3 questions en une. Merci pour toutes les questions, parce que c'est effectivement toujours l'occasion de compléter tout ce qu'on ne peut pas dire en 35 minutes. Hein. Et sachant qu'il y a des mètres linéaires de bibliothèques qui ont été remplis par ces questions-là, et sans aujourd'hui oublier les tonnes de big data sur le même sujet. Oui, je me suis arrêté dans l'histoire de la théologie au XVIIe siècle, parce que bon, là, c'est simplement une question de temps. Le débat a continué. Au XIXe, il a été très nourri en Angleterre en particulier, donc aussi bien dans le milieu anglican que catholique, avec des partisans de la pluralité des mondes et des opposants vraiment sévères, pour des raisons théologiques, bien souvent. Au XXe siècle, j'allais dire, la question existe toujours. Vous trouverez toujours des travaux en théologie. Je dirais, elle n'est pas aussi débattue, parce qu'il y a plein d'autres choses à débattre, sans doute. Et c'est pas le premier sujet des théologiens lorsqu'ils se rencontrent. On trouve quand même quelques références. Et puisque Dominique évoquait mon intérêt, pour Teilhard de Chardin, quelqu'un comme Teilhard de Chardin a abordé la question. Et on le comprend, parce que pour un homme qui s'intéressait à l'homme, au phénomène humain, à l'origine, à une période où un confrère à lui qui s'appelait Georges Lemaître était en train d'élaborer la théorie de l'atome primitif, ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang. Voilà, dans ce contexte-là, il n'est pas tellement étonnant qu'un Teilhard de Chardin se soit posé la question. Et lui, dans sa vision cosmique de la création, parce que c'est quand même lui qui a permis à la théologie catholique, mais même peut-être chrétienne, de réintroduire une dimension cosmique que l'Occident chrétien avait largement oubliée, lui s'accommodait très bien en tout cas, j'allais dire, d'un Christ qui se soit incarné, donc une rédemption parce que sa question, c'est que la rédemption, et que, au fond, la rédemption et la création, en tout cas, que
l'œuvre de Dieu, quelle qu'elle soit, touche évidemment tout ce que nous appelons l'univers. Et donc, il avait une pensée extrêmement ouverte et oui, par rapport à ça. Alors, vous trouverez évidemment des opposants, mais globalement, je ne l'ai pas dit parce que ben voilà, je l'ai oublié, je l'avais noté. Quand, il y a quelques années, un théologien protestant californien a mené une enquête auprès de communautés croyantes californiennes. À l'intérieur de la Californie, c'est qu'on a une diversité religieuse assez grande. Donc, et il a posé la question, est-ce que la découverte d'être extraterrestre, qu'est-ce que ça vous ferait? Est-ce que vous seriez complètement bousculé et vous l'accepteriez même pas, hein, ce qui est peut-être le cas de certains. J'ai un ami qui refuse absolument l'idée d'une vie extraterrestre pour des raisons religieuses. Et puis, ou au contraire, est-ce que vous l'accueillerez dans votre foi et que oui, ça vous influencerait, ça vous poserait des questions, mais sans plus. Et apparemment, dans le sondage qu'a fait ce théologien, la majorité est du côté, on l'accepterait. Ça poserait pas, ça n'entraînerait pas un refus d'une affirmation au nom de la foi ou inversement un rejet de la foi à cause à un moment donné d'une espèce d'évidence extraterrestre. Ce qui est parfois entendu dans la communauté scientifique, en tout cas chez les scientifiques qui seraient bien contents de se débarrasser des religions. J'ai entendu combien de fois dire, mais le jour où on aura enfin des extraterrestres, on pourra enfin se débarrasser des religions. Ce que je ne crois pas, parce que où on créera une religion autour des extraterrestres, ce qui est fort possible, surtout s'ils sont plus intelligents que nous, et plus malins que nous, et plus beaux, et plus grands, eh bien on en fera des dieux. Pourquoi pas? Aujourd'hui, Google est un quasi-dieu, alors donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas en faire des extraterrestres. Voilà, donc le dossier est ouvert, mais moins on ne condamne plus et on ne brûle plus personne pour ça. Oui, des êtres plus intelligents, ce serait magnifique, mais ça, je vous laisse aussi y réfléchir. Même si vous ne vous intéressez pas aux fins dernières, je trouve que c'est un beau sujet de planche pour vos loges. Face à des êtres plus intelligents, c'est déjà la question de la différence. Tous les jours, je rencontre des gens qui sont plus intelligents que moi, mais comme on est quand même alter ego, on s'arrange un peu. Mais brutalement me dire, je suis pas évolué parce qu'il y a des groupes entiers. Enfin, on voit déjà dans la relation qu'on a avec des animaux que l'on découvre plus malins sur un certain nombre de choses que nous. Même déjà quand ils sont aussi malins que nous, quand vous avez un singe qui vous bat dans certains jeux dextérité, vous êtes mari. Alors un extraterrestre, qu'est-ce que ce serait? J'aime beaucoup la distinction entre, oui, c'est ça, quel qu'il en soit, nous sommes singuliers. Vous avez parfaitement raison. Et c'est ça, je crois, ça vient compléter de manière tout à fait pertinente ce que je disais, où j'introduisais sous la question de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que, et c'est même assez lié à ce que je disais sur la responsabilité, il ne s'agit pas de prétendre qu'on est seul, unique et seul à bord et que tous les autres, on s'en moque. En revanche, nous avons effectivement une forme de singularité dans ce que nous sommes, dans ce que nous sommes capables de faire, dans ce que nous avons. Et cette singularité, elle est respectable, elle est honorable, et ça joue aussi dans la relation à l'étranger, hein, par rapport à l'autre question, bien sûr. Et ça, c'est ce que je trouve aussi très intéressant dans la démarche scientifique actuelle. C'est-à-dire que un certain nombre de contemporains, dans la question extraterrestre ou dans celle qui est, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, connexe, qui est toute l'étude du monde animal, un certain nombre de contemporains en ont peur parce qu'ils ont peur qu'on leur dise souvent, c'est que nous partageons 95%, peut-être même plus de notre génome avec un certain nombre d'animaux autour de nous. Et ça leur fait peur. Oui, mais il y a les quelques pourcents que nous ne partageons pas et qui relèvent justement de cette singularité. Et cette singularité, en prendre la mesure en ce qu'elle est belle, honorable, respectable, en ce qu'elle porte aussi comme responsabilité. Je trouve que c'est notre mission à nous. Donc je trouve essentiel ce que vous venez d'apporter, parce qu'il s'agit, il ne faut pas avoir peur de ce que nous partageons avec d'autres, parce que ça n'enlève rien à notre singularité. Donc merci pour ces 3 questions. Alors, il y a 2 questions sur la mort. La première, qui dit, je veux dire que le voyage intergalactique est forcément une mort et une résurrection à l'arrivée. Cela est-il possible puisque la science bute sur le mystère de la mort? Donc, c'est une utopie. Et une autre question qui rejoint le problème de cela.
Est-ce qu'on ne peut pas concevoir l'extraterrestralité non seulement au niveau spatial, mais à un niveau inconnu, différent du nôtre? Et à partir de ce moment-là, est-ce que ça ne peut pas permettre de se poser des questions sur la nature de la mort? Donc, est-ce que la mort est une utopie ou quelle est la nature de la mort? Je vous avoue que je n'avais jamais relié directement à la question de la vie extraterrestre telle que je l'ai abordée aujourd'hui, hein, parce que je l'aborde avec, comme vous l'avez dit dans les premières questions, avec aussi les questions qui habitent sinon mon quotidien, en tout cas ma mission au sein du CNES, où la vie extraterrestre est une question scientifique, donc une réalité. Alors, donc j'avais encore jamais fait le lien avec la mort, sinon que comme tout biologiste, la mort évidemment appartient au spectre que j'ai en permanence devant les yeux. Alors, en particulier la question de la mort et de la résurrection, oui, les voyages, certains voyages spatiaux nous sont présentés comme tels, dans certaines techniques peut-être, mais il y a beaucoup de voyages spatiaux qui sont au contraire représentés comme une fin. Voilà, pour remplir une mission, si vous pensez et qu'il faille plusieurs générations pour atteindre telle ou telle planète, ça veut dire que toutes les générations, sauf la dernière, eh bien, disparaîtront sans avoir atteint le but. Donc, je ne suis pas sûr du tout qu'on ressuscite. Il faut d'autres systèmes pour ça. C'est vrai que traîne derrière, mais alors parfois c'est explicite, parfois c'est plutôt implicite, la question de la mort quand on imagine d'autres êtres qui ne seraient pas atteints par cette limite de la mort. De manière anecdotique, Teilhard se moquait beaucoup d'un de ses confrères théologiens catholiques qui, dans les années 50, donc on est dans la vague des ovnis et tout, la grande vague des soucoupes volantes aux États-Unis. À ce moment-là, Teilhard était aux États-Unis. Et l'un de ses confrères théologiens avait dit il faut être très prudent avec ces histoires de soucoupes volantes, parce que comme ils viennent d'un monde qui n'a pas pu connaître le péché originel, parce que le péché originel est terrestre dans la théologie de cet homme, ils n'ont pas ils ne sont pas touchés par la mort. Ils sont immortels. Et donc, si vous essayez de les tuer avec vos armes de terriens, vous les tuerez pas. Donc, pour eux, ils étaient immortels. Bon, Teilhard se moquait évidemment de ce genre de choses parce que pour lui, son approche de la vie intégrait aussi la question de la mort. Donc, mais la question, c'est que comment reconnaître un cadavre d'extraterrestre? C'est une question qui reste aussi ouverte que de reconnaître un extraterrestre vivant. Ce qui est derrière intéressant, c'est, alors là, ça ouvre des horizons dans lesquels je peux juste désigner, et je n'ose pas m'aventurer, surtout à cette heure-ci, c'est effectivement l'extraterrestre, je ne sais pas quoi, comme vous aviez même du mal aussi, enfin, le fait d'être extraterrestre pose toutes les formes possibles de l'extraterrestre. Vous savez que jusqu'au XIXe siècle, le mot d'extraterrestre était un équivalent strict du mot de surnaturel. Je crois que c'est Huysmans qui dit la Vierge est extraterrestre. C'est pas du tout qu'elle arrive de Mars, c'est qu'elle a une dimension surnaturelle. Donc, c'est vrai que un certain nombre de choses que aujourd'hui, que nous manipulons assez facilement avec l'idée du martien, de l'extraterrestre, tel que j'en ai parlé ce soir, ces questions pourraient être reportées sur tout ce qui, à d'autres époques, ou encore aujourd'hui, mais dans d'autres domaines, relève de ce que vous appelez des niveaux inconnus ou une autre forme de réalité, une méta-réalité, ou un surnaturel, une métaphysique. En ce moment, je m'amuse, non, mais parce que par moments c'est un peu lassant, mais je me rends compte du nombre, des milliers de pages que quelqu'un comme Camille Flammarion a pu écrire sur la question du psychisme, des âmes, du surnaturel. Et c'était par ailleurs un astronome qui s'est posé la question de la pluralité des mondes. Et lui, il y a une espèce de lien intellectuel entre toutes ces questions. Donc votre question a parfaitement sa place. La difficulté, c'est comment l'aborder, avec quels outils, dans quel cadre. Si on est dans un cadre scientifique, il y a un certain nombre de techniques, d'instruments, de procédures. Et en tout cas, ce qu'on entend aujourd'hui comme procédure, comme technique, ne s'applique pas nécessairement
à d'autres thèmes comme le surnaturel. Là, il y a des frontières à franchir qui ne sont pas toujours faciles à franchir. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de prudence aussi, et elles sont justes. Ou quand je vous parlais tout à l'heure de multivers, d'univers parallèles. C'est un concept physique aujourd'hui, mais qui est impossible à observer, bien sûr. Donc, ça rejoint aussi ce que vous disiez sur le caractère extraterrestre possible, mais aussi sur des mondes surnaturels, métaphysiques. Donc, d'immenses sujets. Alain Noël ? Merci, Jacques. Je vais poser une dernière question parce que l'heure arrive, il est 21h, nous allons bientôt nous quitter. Une question quand même qui nous ramène au domaine de l'éthique et de la morale. Si nous rencontrions des extraterrestres, est-ce que l'on craindrait leur manque de morale ou notre manque de morale à nous? Évidemment, comme je ne les connais pas, moi, je ne vais pas avoir de crainte a priori. Je pense que ce serait très dangereux d'avoir une crainte a priori. J'ai rencontré un extraterrestre au cours d'une fiction dans laquelle j'étais un acteur. J'avais des questions à lui poser, qui pouvaient relever d'ailleurs de la morale. Mais j'ai essayé de ne pas me créer un extraterrestre par avance. Sinon, ce n'était pas intéressant de le rencontrer. En revanche, c'est vrai que dans la fiction à laquelle je pense, étaient mises en scène différentes attitudes possibles, différentes mœurs possibles de la part de l'humain, et dedans, il y a effectivement des mœurs absolument violentes. Bon, dans la fiction, une fois encore, puisque j'ai ça comme référence, dans la tête actuellement, l'intervention de l'armée était une intervention violente. Alors, là aussi, si vous lisez des fictions, et aussi bien dans les films que les romans, vous voyez bien que ce que nous disions tout à l'heure, sur l'hypothèse, sont-ils plus méchants ou moins méchants? En fonction de ça, nous avons une réaction qui peut être plutôt pacifique. On va les accueillir avec des fleurs et des tapis rouges, ou bien une réaction violente avec des armes. Et voilà. Donc, mais évidemment, ça dit beaucoup plus sur nous, sur nos peurs, sur nos capacités à accueillir l'autre, sur les a priori que nous construisons. Et ça concerne aussi bien nos sociétés que chacun d'entre nous. La première fois où on rentre dans un temple franc-maçon, qu'est-ce que j'ai vécu comme impression? Bon, j'avais pas peur parce que vous m'accueilliez, vous m'aviez invité, mais il y a quand même une forme d'appréhension parce que c'est de l'inconnu. Vous étiez, peut-être pas vous directement, cela dit, peut-être que par hasard, certains d'entre vous, je les ai rencontrés à cette occasion-là, vous étiez pour moi des extraterrestres, évidemment, des extraordinaires en tout cas, hors de mon ordinaire. Et faire cette expérience que nous pouvons faire tous les jours, c'est une expérience extraordinaire sur nous-mêmes d'abord. Parce que nous nous rendons compte, je me rends compte que j'ai peut-être plus facilement finalement la peur de l'autre que je le prétends, que j'ai une réaction agressive plus facilement que je ne prétends aussi. Enfin voilà. Donc, question ouverte. Et c'est pour ça qu'elle est, à mon avis, pour ça que la question extraterrestre, pour moi, est une question qui est loin d'être anecdotique. Merci Jacques de nous avoir fait un brillant exposé et surtout de nous avoir rappelé cet élément essentiel. Nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers, mais nous sommes extrêmement singuliers et c'est ce qui fait la force, ou du moins la grandeur de l'humanité. Alors pour la conclusion, je ne sais pas si Marie-Thérèse Besson a pu se reconnecter car elle m'a envoyé un message comme quoi elle avait perdu la connexion, elle avait quelques difficultés au début de l'exposé. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Est-ce qu'elle peut se connecter ou pas? Apparemment, je ne la vois pas réapparaître. Donc je vais me charger de faire la conclusion, si Dominique me le permet. D'abord, remercier à nouveau Jacques Arnoux de son brillant exposé, remercier tous les participants pour leurs nombreuses questions qui ont enrichi, comme on le dit, notre discussion et qui ont apporté des réponses de Jacques. Et puis, vous donner rendez-vous dans 8 jours, jeudi prochain. Nous allons changer complètement de sujet. Nous allons nous intéresser à ce que nous appelons dans l'Hexagone le revenu universel. Et j'ai trouvé un conférencier belge qui est député et qui en même temps s'intéresse beaucoup à toutes les questions de société, qui est député au Parlement fédéral belge et qui nous parlera de l'allocation universelle, car c'est le terme qu'on emploie outre-Quiévrain sur ce sujet. Je vous donne donc rendez-vous dans 8 jours à 19h30 comme d'habitude avec François Desmet, qui est docteur en philosophie, député parlementaire et qui anime de nombreuses associations en Belgique et qui est en même temps scénariste. Vous verrez, c'est quelqu'un de très intéressant. À très bientôt. Merci à tous et Merci.
À la semaine prochaine. Au revoir. Merci Jacques, au revoir. Merci à tous et portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.